Bamako sous les eaux aujourd'hui, la ville inaccessible par le pont de Sébenikoro à l'ouest et celui de Bankoni à l'est. Des pluies diluviennes qui ont entraîné des pertes en vies humaines et causé d'énormes dégâts. Focus dans ce journal sur des images parfois apocalyptiques. Un seul titre pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous démarrons par le Conseil des ministres qui s'est réuni en session ordinaire ce mercredi sous la présidence du président de la République par intérim. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu une communication. Avec moi dans ce studio, Ibrahima Diombele pour vous livrer son contenu. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir Assata Ibrahim Maïga. Vous êtes là pour le résumé, donc pour nous lire d'abord le résumé. Pour le résumé du Conseil des ministres de ce mercredi, mesdames et messieurs. Oui, également, bonsoir. Et nous commencerons par le chapitre des mesures législatives. 1. Sur présentation du ministre de la Justice, garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance portant modification de la loi numéro 01-078 du 18 juin 2001 portant sur le contrôle des drogues et précurseurs. Le Mali a été confronté au cours de ces dernières années à l'émergence du trafic international de stupéfiants, servant de support à d'autres crimes organisés avec comme corollaire la détérioration de la situation sécuritaire. En plus des mesures déjà prises, il est apparu nécessaire de renforcer le cadre institutionnel de lutte contre le phénomène. La loi numéro 1-078 du 18 juin 2001 portant sur le contrôle des drogues et des précurseurs a prévu dans ce cadre la création de 2 organes, le comité interministériel chargé de la coordination de la lutte contre la drogue et l'Office central des stupéfiants chargé de la prévention et de la répression du trafic illicite des stupéfiants. Le comité interministériel a été créé par un décret du 4 décembre 2009 et l'office n'a été mis en place qu'en 2010 sans toutefois disposer des moyens juridiques nécessaires à son action, en particulier la compétence pour exercer des missions de police judiciaire. Le présent projet de loi va donc combler cette lacune. Il crée l'Office central des stupéfiants et l'investit de manière explicite conformément aux dispositions du Code de procédure pénale de pouvoir de police judiciaire dans la lutte contre le trafic illicite de drogue, de précurseurs, de stupéfiants et de substances psychotropes. L'Office sera suivant les dispositions de la Convention unique des Nations Unies sur les stupéfiants de 1961, le service qui assure la mise en œuvre de l'action préventive et de l'action répressive envisagée au plan national, sous-régional et international pour une lutte efficace et coordonnée contre le trafic des stupéfiants. 2. Sur présentation du ministre de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la création, à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du Centre national d'appui à la santé animale. L'élevage occupe au Mali la 3e place après le coton et l'or en termes de recettes d'exportation et la politique nationale de développement de l'élevage adoptée en 2004 retient la valorisation des ressources animales parmi ses stratégies. Cependant, les maladies animales constituent une contrainte majeure au développement du sous-secteur de l'élevage. C'est pourquoi d'importants efforts ont été consentis par l'État dans la lutte contre les maladies existantes et les maladies émergentes à travers notamment l'élaboration de stratégies de lutte contre les maladies animales. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces stratégies, les services de santé animale ont reçu l'appui du programme panafricain de contrôle des épizooties au Mali, PACAMALI. Ces efforts ont permis l'éradication de la peste bovine au Mali et la dotation des services vétérinaires d'un système d'information sanitaire performant. En vue de préserver ces acquis et de prendre en charge de nombreux sujets de préoccupation en matière de santé animale, il est proposé la création d'un centre national d'appui à la santé animale sous la forme d'un service rattaché. Le Centre national d'appui à la santé animale va appuyer les services vétérinaires en matière d'évaluation
des risques sanitaires et d'actions techniques de santé animale, de communication et de conception des programmes de lutte contre les maladies animales. Le centre permettra également de maintenir un système de veille et d'alerte précoce en cas de menace majeure en matière de santé animale et de santé publique vétérinaire. Au chapitre des communications, au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a été informé de l'abrogation du décret portant nomination du général de corps d'armée Amadou Aya Sanogo en qualité de président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. Voilà, et c'était Ibrahim, ce qu'il fallait retenir donc du Conseil des ministres de ce mercredi qui s'est tenu notamment sous une grande pluie. Une grande pluie dont nous allons parler tout de suite dans cette édition, mais avant, les messages de félicitations au président de la République qui continue de nous parvenir. Nous avons reçu ce soir les messages de la coordination des associations ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Dioula, l'Ordre des ingénieurs conseils du Mali, l'Association des élèves étudiants du Mali, la coordination des associations des cercles de la région de Tombouctou. Tous félicitent le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour sa brillante élection à la tête de notre pays. Décidément, il est tombé des cordes aujourd'hui sur la capitale malienne. Nous n'avons pas encore les données fournies par la météo. L'évidence est que les Bamakois ont passé ce mercredi les pieds dans l'eau. Nous avons baladé notre caméra à travers la ville, direction côté est, quartier Bankoni. Constat, une localité complètement trempée avec un bilan d'une dizaine de morts, plusieurs habitations détruites et bilan malheureusement provisoire. Garibou Pérou. 11 morts sous l'effondrement des maisons, un chiffre encore provisoire, des voies coupées, des véhicules emportés. Voilà les dégâts causés par la pluie qui s'est abattue sur Bamako. Ma mère est décédée sous l'effondrement. Mes 5 enfants aussi sont restés introuvables. Sont-ils morts ou vivants? Je ne sais pas. On vient de constater des maisons avec vous qui se sont effondrées et à peu près 13 victimes. Même s'il est difficile à l'immédiat de donner le nombre de millimètres d'eau reçus ce mercredi à Bamako, les experts avancent des explications de cette forte précipitation. Concernant la période du mois d'août, il y a un système thermique qui est installé sur le territoire. Vers Taoudeni, il fait pratiquement 40 degrés. Donc, dû à cette forte chaleur, ça crée un trou d'air qui attire de l'humidité à partir du sud pour alimenter l'ensemble du territoire. C'est pour cela que, aujourd'hui, on voit sur Tombouctou, sur Tétalit, d'ailleurs, des fortes pluies. C'est dû, n'est-ce pas, à l'installation de la dépression thermique au nord du pays. Pendant que les Bamakois restent inquiets pour la gestion des conséquences des inondations, l'Agence nationale de la météorologie prévoit d'autres précipitations, et cela jusqu'au 3 septembre sur une bonne partie du pays. Aussi, elle invite les Maliens à la prudence. Et nous restons à Bankoni, l'une des zones les plus touchées par ces pluies diluviennes. Quant aux victimes, elles sont plutôt nombreuses parmi les familles riveraines des cours d'eau qui traversent le quartier. Quant aux autres habitants, l'autre carvet était de pouvoir se frayer un chemin pour venir au centre-ville puisque la principale voie d'accès était complètement submergée. Fademba Keïta. 13 personnes emportées par les eaux au quartier Bankoni, des matériels transportés par le courant, des maisons submergées ou effondrées, tel est le bilan provisoire qu'on peut tirer suite à la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale aujourd'hui. Les victimes, pour la plupart, sont des riverains du Marigot qui séparent les communes 1 et 2 du district de Bamako. Cette triste situation, selon les spécialistes, résulte du non-respect des normes de construction, surtout quand il s'agit des abords des cours d'eau. Ces normes définies par les topographes vous épargnent sans nul doute des désagréments comme ceux causés par ces pluies diluviennes. Ici, nous avons perdu une vieille femme. Les familles riveraines ont été les principales victimes. Nous demandons l'appui des autorités. Les témoins sur place imputent la catastrophe au manque de système de drainage des eaux de ruissellement. Vraiment, vous regardez là-bas, beaucoup de gens qui sont gâtés leur maison, ils n'ont même pas place à dormir même. Les ordures sont là, vraiment, on devrait enlever les trous. C'est le pont qui est bouché. Les eaux de ruissellement n'ont pas suivi le chemin normal. Des dégâts importants ont été enregistrés.
En tout cas, la quantité de pluie non encore définie par les services de météorologie n'a laissé derrière elle que ruines et désolation. Il reste à l'État et aux professionnels du secteur de prendre des mesures idoines pour que de pareilles situations soient évitées. Et côté ouest de la capitale, là-bas, le paysage était pareil qu'à niveau débordé, chaussées submergées comme le pont de Sébenikoro, des habitations inondées lorsqu'elles ne s'écroulent pas tout simplement. Ici, la zone la plus touchée est le quartier Bougoudani où les sans-abri se comptent désormais par centaines. Le compte rendu avec Boubacar Sissoko. Si les inondations sont récurrentes en commune 4 du district de Bamako, celle de ce mercredi restera longtemps gravée dans la mémoire collective. En effet, la forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Bamako a fait 2 morts et un disparu au quartier Lafiabougou-Bougoudani. Surpris par les torrents violents, les habitants de ce quartier étaient obligés de tout abandonner pour sauver leur vie. Nous avons pu, jusqu'à cette heure-là, évacuer une cinquantaine de victimes, donc des gens quand même qui étaient emprisonnés par l'eau. Jusqu'à 7 heures également, et nous déplorons 2 cas de décès, dont des enfants, une fille de 4 ans environ et un garçon de 2 ans et demi. Un tel sinistre s'explique par le fait des constructions anarchiques dans le lit de la rivière. Les maisons qui étaient à côté de la rivière, ces maisons-là ont commencé à s'écrouler. La solution, c'est d'écarpiller ceux qui sont à côté du fleuve, un d'abord, et de 2, il y a le pont qui relie Talco à Dogodoumakroa. Il faut vraiment faire ce pont-là, normalement. Les autorités locales rassurent avoir pris des mesures pour loger temporairement les victimes. Nous avons déjà commencé à prendre les dispositions, les véhicules de la mairie sont là, et nous avons commandé des couvertures, des vivres, c'est-à-dire et puis des nattes, pour que les familles puissent être hébergées aujourd'hui, pour l'instant au niveau de l'école. Au moment du passage de notre équipe, le pont de Ouéouéanko à Sébenikoro et celui de Koundjambougou submergés rendaient ces secteurs inaccessibles. Et nous avons reçu à ce sujet un communiqué du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Les fortes précipitations tombées ce jour 28 août 2013 sur la capitale Bamako et ses environs ont provoqué des inondations dans les quartiers de Bankoni, Taliko 1, 2 et 3, Dikoroni, Ouéouéanko, Lafiabougou-Koda, Lafiabougou-Bougoudani et Bougouba 1. Ces inondations ont causé des dégâts matériels très importants et fait 24 décès, dont 19 à Bankoni, 2 à Taliko 2, 1 à Taliko 1, 1 à Taliko 3 et 1 à Bougouba 1. Dès le début des inondations, les services de sécurité et de protection civile ont procédé dans les différents endroits à la mise en sécurité des personnes et de leurs biens et à l'évaluation des eaux à l'aide de l'évacuation des eaux à l'aide de motopompes. Les ministres de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, du logement, des affaires foncières et de l'urbanisme ont effectué une visite de terrain dans certaines zones sinistrées. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses condoléances aux familles des défunts et souhaite prompt rétablissement aux victimes. Le gouvernement rassure les populations qu'une assistance requise sera apportée aux familles éplorées. Et cet autre communiqué de EDMSA en vue de sécuriser les populations et leurs biens suite à la grande pluie survenue ce jour à Bamako, la société EDMSA a procédé à des coupures d'électricité dans divers quartiers de la ville et cela à la demande des services de sécurité et de la protection civile. L'électricité sera progressivement rétablie dès que les choses rentreront dans l'ordre. La direction générale de DMSA s'est comptée sur la bonne compréhension de tous et présente sa compassion aux victimes des inondations. Et juste après donc ce bilan catastrophique, le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire a pris des dispositions idoines. Nous écoutons ici Alassane Bokou, il est le directeur national de l'Action sociale et de la Solidarité au micro de Batraori. Je profite pour présenter nos condoléances aux familles durement éprouvées parce que vous savez, nous avons quand même malheureusement dénombré des victimes, des pertes en vies humaines. Et les premières dispositions qu'il faut prendre tout de suite, c'est d'éviter en réalité à ce que les gens passent la nuit dans les concessions, surtout c'est des maisons en banco.
et qui sont très fragilisés, qui peuvent tomber à tout moment. Déjà, en tout cas, je peux vous rassurer que les deux écoles, l'école de Santé Bambara et puis l'école de Zarenkorbougou ont été identifiées. Et là, nous avons déjà mis à disposition le matériel, à la disposition de la mairie pour que les personnes qui vont être relogées puissent vraiment trouver les couchettes, les nattes et puis les moustiquaires. Et je pense que l'élément essentiel et capital d'ailleurs qui me paraît le plus important, c'est de faire en sorte que les gens ne puissent pas passer la nuit au niveau de ces familles. Parce que là, vous savez, pendant la nuit, il se pourrait que des maisons continuent encore de tomber. Et nous, notre travail, nous allons continuer à travailler là-dessus. C'est pourquoi des équipes vont exister, les équipes vont travailler au niveau du développement social. Nous allons mettre en place tout de suite une équipe au niveau de Banconi, que ce soit une équipe de veille, pendant toute la nuit et pendant toute la journée pour suivre effectivement que les gens puissent quitter. Il y a un travail qui nous interpelle fortement, aussi bien les municipalités, nous les autorités, pour voir dans quelle mesure, en tout cas, des conditions puissent être réunies pour éviter des situations de ce genre. Mais pour ce qui nous concerne, nous gérons très rapidement cette urgence. Et nous allons aussi gérer la réparation, parce qu'après l'urgence gérée, il faut aussi voir les conséquences qui se sont découlées. Et pour ça, au niveau du ministère du Développement social et de la Solidarité des personnes âgées, nos équipes vont continuer à travailler pendant ces 3 jours pour faire une évaluation très rapide et puis pour voir quelles sont les interventions très rapides qu'il faut apporter. Nous allons parler agriculture à présent. Après Sikasso et Mopti, la région de Ségou promet également une bonne campagne agricole. C'est le constat fait par la mission de supervision qui a sillonné les différents cercles de la région de Ségou. Elle était composée d'acteurs de l'agriculture, des représentants des associations de producteurs agricoles et de leurs partenaires. Le compte rendu depuis Ségou de Fousseini Samaki. Cette délégation de la Direction nationale de l'agriculture avait pour objectif constater de visu l'évolution de la campagne agricole en 4e région et recenser les différentes préoccupations des producteurs agricoles dans les différents secteurs de la région afin d'accroître la productivité agricole. Du champ de Ibrahima Ouagé de Baroueli à celui de Azoumana Diallo, la délégation a visité différents champs de maïs, sorgho, niébé, arachide, coton, entre autres. À Sigidolo Bamanan comme à Boadjé, les différentes variétés de tomates et riz fluvial sont en bonne progression malgré l'interaction tardive de l'hivernage dans ces zones. Au niveau de la riziculture, effectivement, la plaine de sang a rencontré quelques petits problèmes parce qu'il y a une partie qui a été inondée avant que les gens ne puissent répliquer. Quand tu regardes l'aspect des cultures sèches, en tout cas, dans l'ensemble, on peut dire que c'est mieux. Parce que de l'avis général des producteurs, si les pluies continuaient jusqu'en mi-octobre, les gens nous ont dit qu'ils vont produire mieux peut-être que l'année passée. Selon les représentants de la PECAM et autres partenaires au développement de l'agriculture, les difficultés rencontrées ça et là ne devraient pas entraver la réussite de cette campagne. Nous travaillons toujours avec les techniciens de l'agriculture. Grâce à leur accompagnement, nous avons bien semé et nous espérons sur une bonne récolte. Le démarrage a été vraiment difficile. Et ceci dû au manque de pluie. À la place de l'inquiétude, il y a l'espoir. Parce qu'en réalité, à un certain moment, tout le monde était un peu désemparé. Mais par rapport à ce que nous voyons, si les pluies continuent jusqu'au 15 octobre, nous pensons que vraiment, il y aura plus de pertes que de mal. Les acteurs de l'agriculture et leurs partenaires ont invité les agriculteurs à suivre les directives des agents d'agriculture mis par l'État à leur disposition pour une autosuffisance alimentaire au Mali. Nous restons dans le domaine agricole pour parler de l'enregistrement et de l'immatriculation des exploitations agricoles, une démarche essentielle dans la sécurisation du foncier agricole. De cette rencontre d'échange entre les acteurs de la 3e région. Compte rendu Sékou Konaté. Organisée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali à PECAM, la présente session regroupe les représentants des services techniques chargés de l'encadrement du monde rural, les préfets, élus locaux et représentants des organisations paysannes. Elle se veut un cadre de renforcement des capacités des acteurs afin de suivre avec efficacité et célérité le processus d'enregistrement des exploitations agricoles. On sait que les exploitations ne sont pas connues et puis elles ne sont pas sécurisées. Donc l'enregistrement va être une opportunité pour l'ensemble des exploitations d'être sécurisées et d'être connues. D'être sécurisées, pourquoi? Parce qu'il y aura un numéro d'identification pour chaque exploitation. Et chaque exploitation qui est reliée à un numéro d'identification sera automatiquement reconnue aussi par l'État
Le décret portant enregistrement, immatriculation des exploitations agricoles familiales et des entreprises agricoles du Mali, la loi relative au statut des exploitants agricoles, les avantages de l'immatriculation des exploitations agricoles seront les outils à mettre à la disposition des acteurs. Je pourrais dire que cette activité est une activité capitale, puisque ça va rentrer dans l'organisation du monde rural pour qu'on sache qui est agriculteur, qui fait quoi et où. C'est très important. Ça va nous permettre de mieux organiser les différentes filières pour les appuyer dans leur activité du jour. Une démarche fortement appréciée par les autorités régionales, car pour Mahamadou Diaby, elle contribuera à une meilleure compréhension du processus et à une adhésion rapide des exploitants à l'initiative. L'enregistrement et l'immatriculation restent volontaires mais nécessaires. L'Allemagne et ses partenaires au secours des populations de la région de Tombouctou, ils viennent de doter la région de 2 projets. Le premier est relatif à la citoyenneté des jeunes et le second à la reprise des activités économiques d'une durée de 9 à 12 mois. Ces 2 projets couvriront les cercles de Diré, Goundam et Tombouctou. Ils permettront également aux victimes de la crise du Nord de bénéficier d'activités génératrices de revenus. Le compte rendu de Yatandina. À travers ce lancement conjoint de ces 2 projets, l'un pour renforcer la citoyenneté des jeunes et l'autre pour la reprise des activités économiques. C'est un offre de soulagement pour Tombouctou. Au nom du gouvernement de la République du Mali, je réitère nos sincères remerciements au gouvernement de la République fédérale d'Allemagne pour son engagement et sa détermination à venir en aide aux populations affectées du conflit armé dans notre pays. L'ex-agroaction allemande intervient au Mali depuis 40 ans dans les domaines tels que la sécurité alimentaire, les microcrédits, l'éducation et le développement rural. Au cours des années, au Mali, nous avons pu implémenter plus de 80 projets avec un financement de plus de 30 millions d'euros qui venaient de différents bailleurs comme la coopération allemande, mais aussi l'Union européenne, USAID, PAM, UNICEF et autres. Moi, je suis venu ici pour assurer les Maliens aussi dans la région que l'Allemagne restera à côté des Maliens dans tout le Mali. Ces 2 projets interviennent dans les cercles de Goundam, Diri et Tombouctou pour une durée de 9 et 12 mois. À Tombouctou, toujours après la BMS, c'était la Banque nationale de développement agricole de rouvrir ses portes. Une réouverture accueillie dans la joie par la population de la cité des 333 qui peut désormais mener ses opérations en toute sécurité. ORTM Tombouctou, Adama Djimdi. Je suis venu pour chercher mon solde là. Depuis 18 mois, je n'ai jamais trouvé une solde. 18 mois, le vieux Sid Oumar, garde à la retraite, n'a pas accès à sa pension. La réouverture de la BNDA de Tombouctou le reconforte aussi bien que les clients et autres particuliers. L'institution financière revient avec l'ensemble de ses services. Ce retour est plus qu'une nécessité pour les populations locales. N'ayez pas de crainte. La ville de Tombouctou est sécurisée. Ça va nous permettre d'avoir de l'électricité sur place et permettre aux militaires aussi de faire des envois à partir de Tombouctou. Ça ne fait que nous réjouir et sécuriser nos fonds. Selon le directeur d'agence, les affres liées à l'inexistence de la banque appartiennent désormais au passé. C'est fini le souci des commerçants, car désormais ils savent où sécuriser leur argent. C'est fini les inquiétudes des salariés. Désormais les salaires et les pensions seront à portée de main. Aussi, avec la réouverture de la BNDA, je puisse vous assurer que la relance économique est désormais en marche. Les populations de Tombouctou sont également très heureuses de l'ouverture des structures bancaires, car ça veut dire que le calvaire est fini. Ça allait envoyer les chèques à Bamako, ça coûtait cher, ainsi de suite, tout ça c'est terminé. On peut faire toutes sortes d'opérations ici et dans toutes les banques qui vont ouvrir bientôt. Ils sont nombreux les usagers de la BNDA, civils et militaires, qui n'attendent qu'à être servis et à temps. Visite de terrain du chef d'état-major de l'armée de terre dans la région de Kayes. Objectif s'enquérir des conditions de vie et de formation des nouvelles recrues de l'armée. La principale difficulté de ce nouveau centre opérationnel depuis seulement quelques mois
est le manque de logistique et d'équipement de Kaye Mahamadi Alioubari. Soldats de deuxième classe, Adama Moussa Siribé, deuxième section, compagnie Gao 6 Ségala. Ils sont 1000 nouvelles recrues à suivre leur formation commune de base au centre d'instruction de Ségala, localité située à 60 km de Kaye. En visitant le contingent 2013, le chef d'état-major de l'armée de terre voulait prodiguer des sages conseils à ces recrues tout en leur expliquant la mission qui les attend à la fin de leur formation. Le premier acte a été la rencontre avec l'ensemble du personnel au cours de laquelle le directeur du centre, le lieutenant-colonel Amara Doumbia, a fait une brève présentation de sa structure, un centre qui est confronté à des difficultés, parmi lesquelles le manque de lits, de tentes collectives, de sacs marins et d'ambulances. C'est la première fois que ce centre abrite des militaires pour une formation de ce genre et aujourd'hui il y a plus de 1100 personnes qui y vivent. Il est tout à fait normal que des difficultés soient soulevées, mais beaucoup seront gérés avec non seulement la créativité et l'initiative des commandants locaux, mais avec l'appui et le soutien du commandant de la région militaire de Kaye et du commandement toute la hiérarchie de Bamako. Nous avons dès à présent apporté la solution à la moitié des problèmes. Deuxième acte, le chef d'état-major de l'armée de terre a assisté à une démonstration de nouvelles recrues des sciences théoriques et pratiques qui témoignent de la qualité de la formation dispensée. Au niveau de l'encadrement, nous mettrons tout en œuvre pour mettre à la disposition du commandement un produit de qualité. Vous avez certainement fait le constat avec moi que c'est des gens qui sont déjà très engagés, qui sont physiquement prêts à être de bons militaires. Intellectuellement aussi, ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes et même impressionnent sur la base des classes que nous avons visitées. En 2 mois de formation pratique et théorique, les 1000 éléments de Ségala ont vu renforcer leur capacité de servir notre voyante armée. Et le chef d'état-major de l'opération Maliba, le colonel Abdrahman Babi, qui était aussi en visite de terrain, il a pris attache avec les officiers du centre des opérations pour s'imprégner de la situation sécuritaire qui prévaut sur le terrain. Au cours de leur entretien, les chefs de cellule ont fait chacun le point de la situation de sa structure à travers une projection de film. Lancement à Gao du projet Ville propre, il est financé à plus de 7 millions de francs CFA par le Conseil danois des réfugiés et exécuté par la direction régionale chargée de l'assainissement en collaboration avec la mairie de Gao. Ce projet d'assainissement de la ville emploiera 500 jeunes victimes de la crise. Le reportage depuis Gao de Drissa Kone. En ce début d'hivernage pour les régions septentrionales de notre pays, il existe dans la cité des Askia un nombre important de dépôts anarchiques d'ordures et de déversements par endroits de déchets dans les caniveaux et les voies publiques. C'est fort de ce constat que la direction régionale chargée de l'assainissement et la mairie de Gao ont fait une requête auprès du Conseil danois des réfugiés afin de lutter contre ces fléaux. La présente opération va intéresser 500 jeunes. Et sur ces 500 jeunes, nous avons 140 filles. Et ceci autour de 3 activités. Le curage des caniveaux, l'enlèvement des ordures, le balayage des voies publiques. C'est pour la mairie de Gao un soulagement important que le Conseil danois de réfugiés vient d'offrir à la commune. Ces hommes et femmes travailleront de 8h à 12h en raison de 3 000 francs par jour. Justement, c'est pour satisfaire les services rendus par cette main-d'œuvre que le Conseil danois des réfugiés a déboursé plus de 7 millions de francs CFA au compte de ces projets. Presque 8 à 9 mois, nous avons assaini la ville de Gao sans rien même. Si aujourd'hui un projet vient comme ça, qui pense tout juste directement à utiliser les femmes qui ont travaillé sans rien, moi je crois que ça a un grand impact. Nous avions voulu soutenir l'action initiée par la direction technique qui s'inscrit dans son cadre global d'assainissement de la ville de Gao, mais également nous avons voulu nous intéresser à la jeunesse pour avoir une commune de Gao assainie par la jeunesse pour le bien-être de la communauté de Gao. L'assainissement de la ville de Gao préoccupe également l'administration, d'où cette appréciation. J'ose espérer qu'à travers ce projet, Gao, bientôt la belle ville propre, enviée par toutes les autres grandes villes du Mali.
4 mois après son installation, le Conseil danois des réfugiés vient de poser un acte de développement dont l'exécution correcte fera de la ville de Gao une cité coquette. Actualité hors de chez nous, le président François Hollande a appelé hier l'ONU et l'Union africaine à se saisir de la situation en Centrafrique, pays, a-t-il dit, au bord de la somalisation depuis la chute du régime de François Bozizé. Renversé en mars par la coalition rebelle du Séléka, le pays vit dans un climat d'insécurité généralisée avec des exactions contre la population. Devant les ambassadeurs réunis à Paris, François Hollande consacre une nouvelle fois à l'Afrique une partie de son discours sur la politique étrangère de la France. Au total, près de 7 minutes pour évoquer la situation dans 5 pays du continent. D'abord, le Mali, dont le nouveau président Ibrahim Boubacar Keïta peut compter sur l'aide du gouvernement français. La France va rester au Mali différemment d'aujourd'hui, avec une présence militaire bien sûr réduite. Mais nous continuerons à accompagner ce pays. Restaurer l'État, améliorer la gouvernance, préserver la sécurité, mener à bien le développement, voilà les défis communs. La crise en République centrafricaine est aussi au cœur des préoccupations de Paris. Ce pays, d'après François Hollande, est au bord de la somalisation, une allusion au chaos qui règne depuis plus de 20 ans en Somalie. 60 000 enfants risquent de mourir de malnutrition. 1,5 million d'habitants sur les 5 millions de la Centrafrique sont aujourd'hui déplacés. J'appelle donc l'Union africaine et le Conseil de sécurité à se saisir de cette très grave situation. Et la France, là encore, les y aidera. Le chef de l'État français a enfin dénoncé les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, en Tunisie et en Égypte. La France se dit solidaire de tous ces pays et promet d'être toujours aux côtés de l'Afrique. Mais dans le même temps, Paris demande aux Africains d'assurer leur propre sécurité. Au Sénégal, polémique après l'indemnisation de 250 anciens agents de la défunte compagnie aérienne Air Afrique. Les bénéficiaires de cette première tranche d'indemnisation sont pour la plupart des personnes vivant dans la précarité. Selon le ministère sénégalais des Transports, ils ont perçu chacun entre 2 et 4 millions de francs CFA, soit un total de 722 millions de francs CFA tirés d'un fonds social de l'aéroport pour les dédommager. 11 ans après sa disparition, la multinationale Air Afrique fait toujours parler d'elle. Le collectif des ex-agents sénégalais est monté au créneau pour dénoncer les conditions de la liquidation de la compagnie aérienne africaine. Contrairement à leurs collègues des autres États membres, près de 400 agents sénégalais ne sont toujours pas indemnisés. Et pourtant, la compagnie possédait des actifs au Sénégal que ses ex-agents évaluent à plusieurs milliards de francs CFA. Les biens d'Air Afrique identifiés au Sénégal s'élevaient à 40 milliards, nous a-t-on dit. Et cela peut être vérifié parce qu'il suffit de faire les inventaires de ce qu'il y avait en place au moment de la liquidation. Tout a été vendu. Bouel Mortar et ses collègues jugent scandaleuses les circonstances du dépôt de bilan de la compagnie panafricaine le 25 avril 2002. Ils demandent désormais la cessation de la liquidation d'Air Afrique. Nous avons demandé officiellement à Madame le ministre de la Justice de mettre fin à cette liquidation parce qu'une liquidation, d'après tous les textes légaux et réglementaires, ne doit pas excéder 3 ans, renouvelable sous réserve que le liquidateur donne les raisons et donne la durée supplémentaire qu'il voudrait pour terminer sa liquidation. Récemment, l'État du Sénégal a indemnisé 250 ex-agents à hauteur de 700 millions de francs CFA. Actualité nationale, le contingent ghanéen sous commandement MINUSMA a procédé aujourd'hui à des remises de vivres et non-vivres. Les dons en question sont destinés aux enfants du centre d'accueil et de placement familial et aux veuves et orphelins de gendarmes victimes de la crise au nord du pays. Le compte rendu de Nouhoum Sissoko. Le
centre d'accueil et de placement familial ou encore pouponnière de Dravella a reçu de la part du contingent ghanéen plus d'une tonne de denrées alimentaires, 20 cartons d'eau minérale, du savon, de la poudre et crème pour enfants. La liste n'est pas exhaustive. When we came to Mali, that was in February. Ça fait partie de notre mandat sous MINUSMA de faire ce type de gestes sous forme de services humanitaires aux institutions comme celle-ci. Alors on a fouillé, on a demandé, on a cherché depuis notre arrivée ici et puis on a trouvé cette institution et puis aujourd'hui c'était privé de venir faire ce don. La pouponnière de Dravella compte 135 pensionnaires de 0 à 20 ans, dont 30 en situation de handicap. Sa directrice se dit comblée par le geste. Voir qu'un contingent de la MINUSMA pense aux enfants du centre d'accueil et de placement familial, alors qu'ils sont là pour la paix, vraiment ça me fait chaud au cœur. Parce que je vois qu'à côté de la paix, ils sont là à faire de l'humanitaire. Après le centre, les soldats ghanéens étaient les hôtes des gendarmes. Ici aussi, ils ont remis aux représentants du directeur général de la gendarmerie plus d'1,5 tonne de vivres et d'autres produits au profit des veuves et orphelins de gendarmes victimes de la crise du Nord. Au nom du directeur général de la gendarmerie et l'ensemble des personnels de la gendarmerie et l'ensemble des veuves et orphelins, nous disons merci au contingent ghanéen incorporé dans MINUSMA. Ces dons-là sera un appoint pour ces orphelins et veuves et les salutaires. Le contingent du Ghana en mission dans notre pays entend étendre son action humanitaire à d'autres couches défavorisées. Et c'est sur ce que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h-13h, une présentation de Mohamed Touré. Je vous retrouve, si tout va bien, pour les éditions du soir à 18h et 20h. Excellente nuit à tous.